Euh, donc, Loïc, on te laisse la parole sur les votes. Oui, j'ai de la chance, on m'a préparé le terrain, c'est super. Est-ce que vous m'entendez tous et toutes bien, même à distance? C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça pour ici. C'est mieux comme ça pour ici. Ok. Alors, pour donner un peu de contexte, cette présentation, elle m'échoit finalement un peu au dernier moment. Donc, s'il y a des incohérences, je vous prie de m'excuser d'avance. Je ferai au mieux pour patcher les trous. Et je vais vous parler de la grotte Cosquer à Marseille pour une présentation intitulée « Outils et méthodes numériques pour un objet d'étude complexe et difficilement accessible ». C'est une présentation à plusieurs mains. Je n'ai pas vu si dans la liste des participantes et des participants, mes collègues étaient là, mais un grand merci à tous et à toutes pour les contributions. Bon, alors d'abord, de quel objet on parle? Localisée à moins de 10 km de Marseille, la grotte Cosquer a été découverte probablement au cours des années 1980 et a été officiellement déclarée par son découvreur Henri Cosquer en septembre 1991. Son accès est complètement submergé depuis la fin du Pléistocène, et donc hormis une période floue dans les années 80, on considère la grotte comme une sorte de capsule temporelle. Classée au titre des monuments historiques le 2 septembre 1992, ce site archéologique représente l'un des dispositifs pariétaux majeurs du Paléolithique supérieur européen, en raison de la richesse, de la diversité et de l'originalité des expressions graphiques sur les parois. À cela s'ajoute la conservation exceptionnelle d'une partie de ces traces d'occupation, les foyers, les niveaux de sol, par exemple. Néanmoins, le changement climatique, qui connaît une grande accélération, et puis les pollutions constatées sur le site, par la grande proximité à la deuxième ville la plus peuplée de France, menacent directement la conservation du site. Et donc le mandat de l'équipe est multiple, il est conservatoire. Il s'agit pour nous de documenter et d'outiller pour aider à comprendre le site et les périls. Et puis, il est aussi scientifique. Il s'agit alors de réaliser un relevé géoarchéologique des parois et des sols pour exhumer plus d'informations qui permettent la compréhension et puis, dans le temps, la conservation de ce site. Si l'accès de la grotte en a permis la conservation, il complique aussi fortement son accès pour l'étude. Et c'est pourquoi l'équipe cherche à se doter de moyens et de méthodes permettant l'étude numérique de la grotte afin de permettre le travail lorsque celui-ci est contraint par les conditions physiques et matérielles. Et voilà, la présentation globalement va essayer de brosser un petit état de lieu de nos pratiques numériques, notamment 3D. Okay. Le projet d'étude scientifique de la grotte Cosquer est ambitieux et les attentes sont grandes. Ça nous met un peu la pression. Une partie de l'équipe se consacre aux problématiques de gestion de l'enregistrement des données issues de l'étude de la grotte Cosquer. La mise en place d'une base de données relationnelle et spatiale constitue l'un des enjeux majeurs du projet, et ce sur plusieurs aspects, notamment conservatoires et analytiques. Les objectifs, donc, regrouper, ça marche, les données scientifiques et spatiales dans une base de données relationnelle, permettre aux équipes d'accéder aux données à distance, et le plus ambitieux, surmonter l'enjeu d'une base de données 3D et surmonter l'enjeu du volume massif des données. La base de données spatiale développée pour la grotte Cosquer est alimentée par les données scientifiques aux problématiques très variées pour la dimension attributaire et les données de diverses sources pour la dimension spatiale. Les systèmes d'information géographique nous permettent de réunir ces deux branches, mais dans le cas de la grotte Cosquer, les données spatiales sont majoritairement en 3 dimensions et présentent un volume de données massif et très complexe. C'est ici que la tâche est la plus ardue, car il se trouvait un point de convergence entre les approches SIG avec les données 3D. La base de données s'appuie sur le langage SQL, qui offre de nombreuses possibilités et qui répond en partie aux attendus, mais il reste encore de nombreux écueils à contourner, notamment liés à la puissance matérielle et à l'ergonomie d'utilisation. Nous avons opté pour une architecture client-serveur articulée autour du système de gestion de base de données PostgreSQL. Côté client, les interfaces s'orientent vers une utilisation de QGIS pour la 2D et une consultation web regroupant les données scientifiques et spatiales en 3D. D'autres solutions ne sont pas exclues. On est à la 2e année du projet. On considère encore que c'est le début du projet quelque part. Il y a beaucoup de problématiques à affronter en même temps. Bon. Pour vous parler un peu des données 3D. L'équipe scientifique a à disposition un corpus de données tridimensionnelles conséquent. Ce dernier se compose d'éléments de captation photogrammétrique et lasergrammétrique produits par des prestations commandées par la DRAC, le ministère de la Culture, à différentes époques précédant la formation de l'actuelle équipe. La grotte a été numérisée en lasergrammétrie
à hauteur d'environ 60% du volume exondé, pour livrer un premier relevé de géométrie de la cavité. Les données actuellement à disposition se trouvent souvent imparfaitement adaptées aux besoins des hydrologues, des karstologues et surtout des archéologues. Les données livrées étaient insatisfaisantes à plusieurs titres, sans revenir en détail là-dessus, mais notamment par l'absence notable de minutes de terrain et il n'y avait pas non plus de rapport d'assemblage global. Il nous a donc fallu reprendre le travail de zéro et assembler par nos propres moyens les 334 stations. Je crois qu'en fait, il y en a plus. Si on compte les conduits d'accès, il y en a peut-être 380, voire encore un peu plus. Les stations laser, stations laser terrestres, pardon. Pour les détails sur ces aspects, je peux répondre à certaines choses, mais pas à tout, parce que c'est Sylvain Rassa qui a piloté ce truc-là. Donc, si vous avez des questions précises auxquelles je n'ai pas la réponse, je réfère à Sylvain. Voilà. Quelques stations restent inexploitées, essentiellement des défauts de capteurs lors de l'enregistrement. Voilà. Ce nuage de points assemblés constitue notre référentiel spatial de référence. Mais cette lourde opération de numérisation dans des conditions matérielles compliquées, par exemple, l'air est toujours saturé en humidité, il y a de nombreuses zones inondées qui contraignent l'accès physiquement à des endroits pour réussir à faire les scans. L'accès même est contraint là où il n'y a pas d'eau, parce que les cheminements sont balisés pour éviter qu'on écrase les sols archéologiques. Enfin, vous sentez qu'il y a une accumulation de complexité pour réaliser cette numérisation. Et puis même la fragilité, stalactites et stalagmites sont... Enfin, il y a des fistules super fragiles, on passe à côté, un coup de vent et on a peur de les casser, quoi. Donc, dans toutes ces limites d'accès, on cherche à tirer le maximum des précieuses données de numérisation qu'on a déjà. Et pour vous montrer un premier exemple d'exploitation de ces données, je passe la main à Priscilla. N'hésite pas à me donner des ordres pour passer d'une diapo à l'autre. Priscilla, normalement, tu vas parler. Est-ce que vous m'entendez toujours aussi bien? Super. Alors, pour rapidement planter le décor, je vais revenir sur le Centre national de préhistoire. Donc, le CNP accueille depuis 2 ans les membres de l'équipe COSCAR dans le cadre de journées d'échange, à l'occasion desquelles sont traitées notamment les problématiques 3D. Il participe aussi à la méthodologie, aux réflexions méthodologiques à travers ses travaux sur le relevé sur modèle numérique que j'ai pu présenter dans la communication précédente. Et il a également assuré la réception de marché, l'analyse et l'archivage des captations photogrammétriques et lasergrammétriques de la grotte. Donc, il y a une vraie collaboration entre le service et l'équipe. Et d'ailleurs, le service met aujourd'hui à disposition ses capacités matérielles dans le cadre donc d'une première exploitation du nuage de points, c'est-à-dire la génération d'un modèle maillé texturé de la grotte sur la base du laser scan qui a été fourni par le prestataire. Puisqu'il a été décidé de tenter de jeter au moins les bases d'une reconstruction globale du site, déjà pour voir l'usage qui pouvait être fait de ces données brutes que constituent les nuages de points, et également dans l'objectif de disposer d'un modèle, dans un premier temps, dédié à de la visualisation. Alors, ces travaux sont en cours depuis le mois d'octobre. C'est une question assez complexe de par la nature du site et la nature des données traitées. Alors, avant d'en arriver au processus actuel que je vous présenterai juste après, plusieurs tests ont été réalisés dans le cadre d'une première approche. Donc, tout d'abord, il a été tenté une segmentation selon des géométries, des ensembles de géométries cohérents sur les seules stations présentant la meilleure densité de points. Cette approche, elle s'est révélée infructueuse en raison de l'importante complémentarité de l'ensemble des nuages entre eux. La reconstruction individuelle de chaque station complète n'offrait pas non plus un résultat visuellement satisfaisant en raison d'une trop grande disparité dans les textures et en raison aussi de décalage entre chaque station. Diapo suivante, Loïc, s'il te plaît. Pardon. Merci. Il a donc été décidé de fusionner l'ensemble des stations et de nettoyer les points situés au-delà de 5 mètres. Donc, sur cette diapo, vous avez à peu près l'ensemble du processus actuel. Donc, les stations sont nettoyées des points au-delà de 5 mètres. On a tenté un nettoyage plus agressif, mais ça générait beaucoup trop de trous et d'aberrations dans la reconstruction. Une fois les stations fusionnées, donc le nuage de points est découpé en larges secteurs pour essayer de ne pas trop avoir de problèmes sur les temps de calcul qui peuvent être très longs.
Chaque secteur est nettoyé des surfaces de réflexion générées par l'eau et débruité, et ensuite il est reconstruit. Alors pour l'instant, on fait le choix d'une résolution à 5 mm. On pourra éventuellement aller un peu plus, voilà, une résolution plus faible en fonction des nécessités d'optimisation. Il est ensuite exporté en PNY, il est nettoyé sur MeshLab et il est, dans un troisième temps, texturé sur MetaShape. Donc là, c'est la chaîne opératoire actuelle en l'état. Diapo suivante, s'il te plaît, Loïc. Merci. Ce processus, donc, pour l'heure, il a été appliqué au secteur 101 de la grotte. Il a permis d'obtenir une reconstruction propre où les volumes et une bonne partie des détails sont lisibles. Et actuellement, une autre reconstruction, la reconstruction d'un autre secteur est en cours pour s'assurer justement de la consistance des résultats obtenus. Alors, malgré ça, on note quand même quelques problèmes, pour certains liés à des questions d'orientation de normale, avec la génération d'aberrations sur certains axes. Mais pour le reste, les problèmes sont liés à la nature même du nuage. Donc, on a un manque d'information qui est à l'origine de trous, des aberrations chromatiques qui sont à l'origine d'artefacts sur les textures, et évidemment le décalage sur les stations que j'ai pu mentionner qui se répercute sur le mesh. En termes de perspective, donc l'outil Cloud Compare, l'outil de reconstruction Cloud Compare, qui est celui qu'on utilise à l'heure actuelle, offre de bons résultats. Et dans le cadre d'un comparatif qui a été réalisé avec MeshLab et MetaShape pour la reconstruction, il tirait bien son épingle du jeu. Par contre, il comporte voilà, des limites, comme j'ai pu les évoquer, et la chaîne opératoire telle qu'elle est mise en place s'avère extrêmement chronophage. Donc d'autres essais sont en cours, notamment avec le logiciel Reality Capture, qui propose une approche simplifiée pour des résultats qui sont quand même encourageants. Vous avez le résultat sur la diapo à droite. Donc, il n'est pas exclu que le processus tel qu'il a été présenté évolue en fonction des résultats qu'on obtiendra dans le futur. Dans le contexte de visualisation, qui est l'objectif premier de cette reconstruction, l'optimisation s'impose. C'est pour ça qu'on a choisi une résolution à 5 mm. Qui est assez basse. Et on a également une définition des textures qui est basse aussi. Mais il demeure possible de générer des hautes densités de géométrie à l'échelle de petites zones, suffisamment en tout cas pour avoir une vue plus détaillée des gravures et des phénomènes de parois. Par contre, en raison de la nature même du nuage de points, ces maillages haute résolution ne suffiront jamais à une approche scientifique, et notamment à l'usage des plugins qui sont incorporés au travail de l'équipe, pour lesquels il faut préférer des modèles photogrammétriques. Merci beaucoup, Priscilla. Je reprends la main aussitôt. Si tu veux compléter des choses, n'hésite pas à intervenir et m'arrêter. Tu peux reprendre la main. Trop bien. OK. Et donc, justement, nous nous sommes servis des maillages pour tenter de qualifier les différents jeux de données acquis sur la grotte Cosquer. Ils ont été analysés grâce aux outils notamment financés par le consortium 3D il y a 3 ans, le plugin Petra sous Blender, réalisé et coordonné par Valentin Grimaud, ici dans la salle, et puis le plugin ICO, pour le coup intégralement créé par Valentin. L'idée sous-entendue derrière ces deux outils est que la grande quantité d'informations contenues dans les modèles 3D les rend difficiles à être distinguées et puis à analyser. Pour mieux étudier les maillages, le parti pris est celui de la simplification, réduire le modèle 3D à des images 2D, en suivant les normes de représentation architecturale, plan, coupe, élévation, et de générer autant d'images que de couches d'informations utiles. Illustration. Voici différentes images issues de l'étude d'une fenêtre réduite sur le panneau des chevaux de la grotte Cosquer. Grâce au plugin Petra, il est possible de définir précisément les échelles de documentation. La fenêtre d'étude ici, c'est 13 par 23 cm, et la résolution spatiale, ici 0,1 mm. Ce qui est une information très importante pour savoir ce qui est observé ou pas, ce qui est observable ou pas. Ce niveau de précision peut être atteint parce que le maillage possède cette résolution et que les données sources le permettent. Tout à gauche, nous trouvons donc la couleur. C'est une couche d'information importante, et puis on y reviendra. Ensuite, nous trouvons un ombrage, une des déclinaisons de la normal map, pour mieux visualiser qualitativement les reliefs. Les courbes de niveau sont complètement indispensables pour quantifier les reliefs. Le pas entre les différentes courbes peut être défini pour saisir le maximum de détails, tout en gardant une lisibilité optimale.
Enfin, la carte des écarts est la comparaison entre le maillage haute résolution et un autre simplifié après décimation et lissage. La mission de cette opération est de mettre en avant les micro-reliefs, et c'est là aussi une image importante car elle peut être déclinée. D'autres exemples. La carte couleur peut être déclinée grâce aux méthodes de décorrélation d'images qui servent à réduire l'autocorrélation entre les signaux de couleur. L'outil d'e-stretch de ImageJ est couramment utilisé par les archéologues, donc vous le connaissez probablement, mais il existe un autre outil à nos yeux bien plus pertinent. Il s'agit de ERA, logiciel open source et gratuit développé par l'équipe de Fabrice Mona à l'Université de Bourgogne. Il permet des réglages plus nombreux et des outils de sélection permettant de définir les zones d'intérêt et d'en exclure pour accéder à une sélection intelligente. C'est donc une détection semi-automatique des zones peintes qui laisse place à toute l'expertise du chercheur qui étudie les parois ou de la chercheuse. La carte des écarts peut être convertie en normal map pour être rééclairée virtuellement. C'est une automatisation de la première étape de travail du protocole ICO, imaginé dès le début des années 2000 par Serge Cassen pour étudier les surfaces ornées sur les architectures monumentales du néolithique armoricain. Là encore, la première étape la plus chronophage a pu être automatisée, le chercheur qualifié ayant ensuite tous les outils en main pour mener son étude. De cette première expérience, il ressort que les outils Petra et ICO sont pleinement opérationnels pour atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire décrire une surface et détecter les motifs peints et gravés sur une surface. Néanmoins, quelques limites apparaissent. Petra, par exemple, est encore difficile à mettre en œuvre car il faut installer 4 plugins, Petra, Petra Extended, MyBigButton et Deviation Map, et 5 outils, Meshlab, PlotCompare, ERA, Inkscape, Canvassing. De nombreuses tâches peuvent encore être automatisées, mais l'automatisation effective reste toujours à faire. En revanche, une bonne nouvelle a été la possibilité d'importer les levées vectorielles réalisées dans Inkscape vers QGIS après création d'un fichier shapefile dans Blender. Si c'est trop du jargon, enfin bref, vous savez quoi. Concernant ICO, l'outil est très prometteur, mais il faut corriger quelques défauts de conception pour le rendre beaucoup plus flexible qu'il ne l'est actuellement. Et puis, un gain de temps certain serait la possibilité de convertir la carte des écarts en normal map pour éviter cette étape un peu fastidieuse à l'utilisateur. Combien de temps est-ce qu'il me reste? Du temps? Super. Après ces deux parenthèses un peu techniques sur des cas d'application, je vous fais juste quelques diapositives parce que je dois vous avouer qu'on est un peu organisé, mais il nous reste beaucoup de travail pour stabiliser la façon dont on s'organise et que nos choix matériels et logiciels arrivent à suivre les évolutions et les besoins qu'on a après chaque mission et après chaque étape de travail. Mais malgré l'aspect mouvant et dynamique de la chose, nous essayons de maintenir un cadre qui correspond à nos enjeux scientifiques. Voilà. En quelques mots, aujourd'hui, nous utilisons ShareDoc pour stocker et partager nos données, toutes nos données, les données 3D, mais aussi les données administratives, les données capturées au gré des campagnes de terrain, les données qu'on produit en réunion, enfin tout. Mais la volumétrie des données, et en partie 3D, que nous produisons à chaque campagne, nous oblige à repenser les choses différemment. On est conscient que rompre avec l'ergonomie à l'utilisation et la délégation du travail que le service de la TGIR Étoile, c'est ça, moi je perds le nom de... Ça change, enfin bref. IR Étoile. Bref, pour nous, ce sera un coût supplémentaire assurément, mais ouais, c'est ça. Pardon, excuse. Mais il nous a paru plusieurs fois la nécessité d'avoir, entre guillemets, la main plus proche sur nos données et sur l'infrastructure où elles sont stockées. Donc ça, c'est un peu l'état des choses actuelles en quelques grands blocs qu'on pourrait détailler si vous voulez. Et peut-être un peu l'avenir, ça ressemblerait à ça. Donc voilà, dès l'année prochaine, le service informatique de la NMSH aura la responsabilité de la maintenance d'un serveur sur lequel nous allons stocker nos données. Et des discussions sont également actuellement en cours pour l'acquisition d'une deuxième machine dédiée au calcul graphique qui permettrait de réaliser différents traitements, soit comme on le fait aujourd'hui à partir de logiciels spécifiques, soit en employant directement des scripts et des librairies Python ou R. C'est un peu vers l'utilisation de Jupyter Notebook qu'on veut tendre pour les traitements et ouais, voilà, les différents traitements qu'on veut faire de nos données 3D. Bon, à mon avis, enfin, je sais pas, peut-être qu'on pourra en rediscuter d'autres fois, mais on a l'impression que par le plus grand contrôle qu'on aura sur l'infrastructure, il nous semblera également possible d'expérimenter des modalités de publication, de diffusion et de médiation de nos méthodes, de nos données et de nos résultats. Mais j'y reviendrai justement.
Un petit détour vers des choses qui nous dirigent aussi. On garde en jeu les enjeux de la science ouverte, on garde en tête les enjeux de la science ouverte, pardon, et tout n'est pas en place. Et peut-être que vous avez d'ailleurs des remarques, enfin, si dans vos questions il y a aussi des remarques pour nous aider à avancer, on est super preneurs. On cherche à mettre le plus tôt possible des bonnes pratiques dans le travail de l'équipe et dans la façon de faire de l'équipe, et de pouvoir s'insérer dans les travaux et les dynamiques des autres projets ou des projets comparables et pouvoir y contribuer dans les limites des spécificités du site, que ce soit en termes justement de normalisation de l'organisation. Ah, il y a une petite faute, je vois ça. Avec un plan de nommage de nos fichiers, avec la contribution aux dynamiques de thésaurus et d'ontologie sur les relevés pariétaux qui existent déjà. Enfin voilà, je ne vous fais pas le détail, c'est probablement des choses que vous connaissez bien, où je pourrais revenir en détail si vous avez des questions après. Mais peut-être, pour illustrer plus clairement et plus concrètement mon propos sur les enjeux de publication, voilà une diapositive qui pourra m'être utile. Bon, il s'agit pour nous de mettre en place une stratégie de préservation, de publication et de communication scientifique afin d'assurer la transparence de la démarche et rendre accessibles les différentes ressources produites tout au long du cycle du projet de recherche COSCAIR. Cette démarche repose donc sur des publications scientifiques dans les revues académiques nationales et internationales. Ici, 2 exemples de publications récentes des membres de l'équipe. Ça repose également sur le fait d'assurer la pérennité des données et des jeux de données produites par l'équipe en exploitant les solutions proposées par les institutions de recherche partenaires, espaces de stockage et de calcul, entrepôts institutionnels, tout en accompagnant ces 2 volets de la publication d'autres formats éditoriaux dans des revues dédiées. Les data papers permettant de qualifier les jeux de données produits, ou les protocol papers, ou methodological papers pour les processus. Ou bien des livrets et guides afin d'assurer la transparence et la reproductibilité de notre démarche, comme ici la publication collective du ministère de la Culture du livret sur l'usage de Blender pour le relevé d'art pariétal. La valorisation des travaux de l'équipe passe également par la communication scientifique touchant un public plus large à travers les médias nationaux, presse, radio, rencontres COSCAIR, qui sont des rencontres annuelles organisées par l'équipe qui a actuellement la main sur COSCAIR Méditerranée, la réplique de la grotte. Mais aussi par la participation à des séminaires ou des journées d'études, comme ici, lors de précédentes journées du consortium 3D. Enfin, cette stratégie englobe des projets d'éditorialisation des ressources produites à travers des réalisations numériques et des sites web, autant d'outils permettant aux chercheurs et à tout public d'accéder sous différentes formes. Alors, clone numérique, ça on pourrait en parler, base de données, bibliothèque et encyclopédie numérique, à la richesse de la documentation produite par l'équipe COSCAIR. Justement, vers un clone numérique de la grotte, on discute en équipe, et la forme est très nébuleuse aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place du point de vue logiciel et du point de vue de l'infrastructure pour permettre la visualisation de la grotte dans ses différentes échelles et des données issues des relevés et puis agrégées de façon, de toutes les façons qui existent actuellement dans l'équipe. Il y a une discussion sur l'utilisation de césium ou de poterie pour réaliser ces choses-là. Enfin voilà, c'est aussi et à nouveau, ça c'est un sujet que Sylvain Rassa prend en main directement, donc j'ai quelques réponses, mais je ne les ai pas toutes. L'enjeu pour nous, c'est peut-être de faire un essai, voir ce qu'il serait, je sais pas, en fait on met un peu en compétition les approches BIM et les approches SIG 3D pour voir ce qui pourrait nous être utile, comment ça pourrait fonctionner. J'ai peut-être été déjà bien long. J'en reste là pour l'instant, je vous remercie et suis à votre dispo si vous avez des questions. Et si les collègues présents en ligne ont des compléments à faire, je vous laisse la parole également, mais voilà, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. J'avais des questions qui venaient au fur et à mesure et les transparents ont commencé à y répondre. Et je voudrais aussi préciser un peu pour tout le monde, j'en profite. Dans le cas du PEPR, désolé, c'est avoir du jargon, etc. Donc, il existe un financement PEPR qui s'appelle ICA pour les industries culturelles et collectives, créatives, voilà.
qui il va faire appel à projet, et typiquement, tout ce qui est présenté ici à cheval entre la culture et la 3D, sur la diffusion des données, pour que les données entre les deux puissent circuler, notamment pour des photos de conservatoires, sur les jeux de métadonnées, comment l'information peut circuler, comment on peut l'utiliser, etc. Pour avoir discuté avec les porteurs, c'est complètement le genre de choses qu'ils attendent, et en plus, une ligne qui est un point clé, un mot-clé de tout projet qui sera dans ce PEPR. Je pense que là, notamment sur tout ce qui est coordonné, je pense qu'on a toutes les opportunités, tous les clés pour pouvoir faire une réponse commune à un appel à un projet du PEPR. C'est le Corjoli qui a dit qu'il malheureusement ne peut pas présenter ça, ne peut pas être présent pendant ces journées, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on discute avec lui ensemble. Donc, justement, la question qui arrive, c'est par rapport au conservatoire avec lequel on réfléchit et on voudrait pour que les données soient plus proches de chacun des acteurs. Pas faire une structure centralisée, mais des structures qui sont dans les messages, par exemple, et avec, par contre, une même accès qui est fait. C'est un peu, c'est ce qu'on essaie de porter dans le projet. Et pour cette présentation contre la communication avant, est-ce que ça, c'est une autre chose? On sait que c'est quelque chose qui serait intéressant, justement, qui répondrait à des besoins pour à la fois garder les données en local, mais pouvoir aussi à la fois les diffuser plus largement. Une réponse de principe qui n'engage que moi, je dirais oui, évidemment. Ouais, je pense que bon, c'est toujours du temps en plus, c'est des choses, mais je sais pas, je crois qu'on serait intéressé sur le principe et puis concrètement, ça dépendrait de, je sais pas quoi, de l'incarnation de la chose. Mais oui, enfin moi je crois que c'est une bonne idée. Je sais pas si pour la première intervention ou dans le classement dans la salle, c'est pas que J'aurais deux petites questions. La première, c'est dans la fin de présentation, tu as évoqué que le runner avec des MCD, etc. Et pourquoi on a l'impression de déjà de la MCD, parce qu'on a l'impression de demander pourquoi ne pas faire des runners qui des je ne sais pas si vous avez des éléments à donner, je ne sais pas, rien à voir. Je peux répondre à celle-ci, ou si Caro est dans la salle, elle pourra peut-être aussi compléter. Il y a un enjeu d'opérationnalisation de notre point de vue, d'installer assez vite une base relationnelle avec des technologies maîtrisées pour la pratique du terrain, avec aussi des modèles de données déjà appliqués sur certains terrains de fouilles particuliers. En fait, c'est partir de quelque chose qui existe, et puis à côté de ça, voilà, on réfléchit à l'emploi d'ontologie, mais en fait, sans blague, QGIS nous est méga utile dans le quotidien. Et aujourd'hui, je sais pas, on n'a pas pris le temps de voir si on pouvait faire piloter toutes nos données sur une base de données orientée graph connectée à QGIS et que ça marche aussi bien. Voilà. C'est un peu un truc on a fait comme ça parce qu'on sait faire ça. Et à côté, on explore la possibilité d'utiliser des graphes pour plein de déclinaisons, notamment une version en ontologie pour, je sais pas quoi, un truc avec des raisonneurs. Mais enfin, voilà. Tu vois, c'est à nouveau un truc d'échelle. Il y avait des échelles spatiales pour passer de l'échelle de, je sais pas quoi, du territoire à la microgravure. Hein, pour nous, c'est un peu la même chose. Passer de l'échelle de l'opérationnalisation, où on a besoin d'un truc qui marche tout de suite, à notre envie idéale dans 5 ans. Et aujourd'hui, on tourne comme ça. Mais... Merci pour cette réponse, effectivement, c'est super. Et la deuxième question, elle est absolument rien à voir. Vous avez une réponse de la votation qui est faite, avec les écoles de médiation oui. du grand public. Oui. Mais le destin de la droite réelle est quand même fortement compromis. Oui. Est-ce que des choses ont été envisagées pour commencer à réfléchir à la façon dont l'utilisation de techniques pourrait aussi servir à des points de vue d'une manière ou d'une autre? Alors, si tu peux répéter la question. Ouais, si vous n'entendez pas en ligne, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Non, t'en fais pas. La question, c'est, puisqu'il existe une réplique, que l'accès à la grotte, on l'a dit, est contraint, et que même l'avenir de la grotte est à un terme difficile à évaluer, relativement compromis, ne pourrait-on pas utiliser les répliques pour, comme médiateur dans l'étude des grottes? C'est ça?
Peut-être comme support d'information. Ouais, comme support d'information, ce genre de choses. Alors, bon, moi, je peux proposer une réponse qui m'est tout à fait personnelle, mais je préfère la contextualiser, elle n'engage que moi. La réplique à Marseille, on parle de réplique, mais on a rentré dans un bâtiment existant une grotte avec une géométrie qui n'est pas celle du bâtiment existant. Donc, la réplique n'est pas une réplique. La réplique est une recréation. Alors, la recréation est très bien documentée et les artistes sont merveilleux, vraiment, et c'est impressionnant. Mais je pense que ce serait se tromper d'objet. Enfin, dans ce cas-ci, peut-être que des répliques qui sont parfaitement des répliques, pour autant que ça puisse exister, mais je crois vraiment, pour la réplique de Marseille, ça n'a pas de sens. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez vous parlez de brevet, est-ce que vous avez des validation d'utiliser sinon Et ben voilà, pour l'instant, on stocke tout dans des tables attributaires. En fait, on fait tout avec des SIG. Et on a toute l'information qui est en 3D, et puis on la consulte en 2D dans des SIG. Voilà. C'est notre vecteur actuel. Non, ouais, si. Ouais, non, si, je pense que je peux dire ça. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions dans la salle? Oui. Je peux venir parler devant aussi. Sinon, je vais répéter. T'en fais pas, je vais répéter. Ouais, la question est simple. Merci Loïc pour la présentation. Je vais revenir je vais rebondir sur la question plutôt. Si l'objet d'origine n'est plus un jour, il y a une réplique qui semble ne pas correspondre à un vrai objet d'étude. Quel est le statut de l'objet numérique? D'après vous, est-ce que vous allez aborder cette question-là? Quelle nature de statut tu veux savoir que je puisse répondre? Bah, c'est que demain, il n'y a plus d'objet réel, il y a juste une image virtuelle. C'est de la documentation. C'est de la bonne documentation, mais c'est de la documentation. Enfin, à nouveau, peut-être que ça n'est qu'une réponse qui m'est personnelle, mais rien ne remplace l'objet. Et pardon, j'ai pas dit que je répétais la question, je ne l'ai pas fait, je me suis empressé de répondre à vite que j'étais. La question de Florent était, si l'objet disparaît un jour, quel statut donnez-vous au modèle numérique? Voilà, et ce à quoi je répondais, c'est de documentation. Et il y a Antoine Laurent qui mettait sur le chat, une réplique n'est pas la réalité physique de la grotte originelle. Voilà.